Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo conseil IMO. Je vais donner une série de conseils, de recommandations, de choses à regarder qui sont importantes avant d'investir. Donc cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux gens inexpérimentés, mais également aux gens qui ont un peu plus, qui ont déjà fait quelques investissements, parce qu'il y a certaines choses qu'on oublie même avec de l'expérience et qu'il est bon de revoir ou même d'explorer. Donc on va voir un petit peu de tout ça et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié. Premier point que je voulais dire, c'est que l'immobilier c'est un temps long. Plus vous investissez tôt, plus vous allez bénéficier de l'effet cumulé des loyers, de la valorisation et du remboursement de votre crédit. Et il y a également un facteur temps dans la vie, donc si vous avez 25-30 ans et que vous commencez à investir, vous bénéficierez de votre investissement suffisamment tôt dans votre vie par rapport à quelqu'un qui commence à investir à 40, 45 ans, 50 ans. Et je vous dis pas ça parce que moi je suis dans l'immobilier, mais je veux dire, c'est comme pour tout, il vaut mieux commencer tôt si on va avoir des résultats intéressants sur le long terme et pour pouvoir démultiplier les choses. D'autant plus que plus vous êtes jeune, plus vous avez d'énergie et souvent de capacité à faire les choses. Donc l'avantage pas de l'âge, c'est de gagner de l'expérience, mais se lancer tôt, ça permet de profiter de ces investissements, donc que ce soit de l'IMO ou autre, il faut commencer tôt. Ensuite, choisir les bons biens. Écoutez, ça c'est un peu évident, mais c'est pour ça que j'ai mis au début. En gros, c'est très important de prendre un temps non négligeable à la sélection de biens et de réfléchir à sa stratégie d'investissement. Il ne faut pas miser sur un potentiel espéré de plus-value quand on investit. Moi, je vous ai parlé du marché bulgare pendant pas mal de temps, parce que c'est vrai qu'il y avait un gros potentiel de croissance, et que ceux qui ont investi par exemple en 2020, revendus en 2025, donc sans impôt sur la plus-value en plus, ont pu faire des très belles opérations et ont pu presque dans certains cas doubler leur mise, j'ai envie de dire. Mais c'était quand même pas un bon calcul de ne se baser que là-dessus. Il faut avant tout réfléchir à est-ce que je peux emprunter et est-ce que est-ce que l'investissement va me rapporter du cash flow réel. C'est ça qui compte en premier. La plus-value, c'est un bonus. Et il y a plein de choses à vérifier au niveau des appartements. Je ne vais pas entrer dans le détail ici. Mais donc ça, c'était un peu le conseil de vraiment être réaliste sur le bien que vous choisissez et de pas et surtout de rester rationnel en fait sur le choix des biens et d'observer les chiffres et ne pas s'imaginer des trucs, des potentiels gains sur un bien parce que il est beau ou parce que vous aimez bien tel truc. Faut penser en dehors de vous-même en fait, sortir un peu de votre prisme. Aussi, j'ai considérer le marché mondial. Donc, écoutez, aujourd'hui, je trouve que rester focalisé en France, même si l'avantage de la France pour investir, c'est que il y a un effet de levier qui est très intéressant. Le système bancaire français est vraiment pas mal, même si ça s'est durci un petit peu. Et maintenant, je pense que la capacité d'endettement est un petit peu compromise par les nouvelles lois, donc on peut moins emprunter facilement qu'avant. Les banques sont un peu plus restrictives sur votre taux d'endettement, mais ça reste très intéressant en France. Cependant, si par rapport à là où vous habitez ou si vous avez une vie un peu internationale, vous pouvez considérer d'autres marchés. C'est pour ça que moi je suis sur le marché bulgare aujourd'hui, mais il y a plein d'autres marchés européens. Si vous observez, vous pouvez regarder des chiffres sur la qualité des investissements IMO en Europe, comparer différents pays, même en dehors de l'Europe,
Il y a des très bons investissements qui peuvent être faits dans tous les continents et des services aussi qui peuvent vous aider à faire ça, un peu comme ce que moi je fais en Bulgarie, donc où je vous aide à investir dans ce pays. Il y a ça qui se trouve un peu partout et ça peut apporter des résultats intéressants. Et aussi, si vous n'avez pas un très gros montant à investir, il y a des solutions pour faire, comment on appelle ça, pour faire des clubs d'investissement, etc. et investir avec un ticket d'entrée assez faible, donc autour de 10 000, 20 000 euros. Même si vous n'avez pas forcément de capacité d'emprunt, vous pouvez quand même commencer à faire quelque chose. Ensuite, ne pas uniquement se baser sur le rendement locatif. Bon, disons que le rendement, c'est le truc de base quand on parle d'invest. Vous allez calculer ça de tête très rapidement, donc calculer les gains possibles sur le coût d'achat et voir un petit peu si déjà ça vaut le coup ou pas. Mais le rendement est souvent trompeur, puisque vous allez avoir les intérêts d'emprunt qui évoluent. Votre taux d'imposition il peut évoluer avec le temps selon le pays où est votre résidence fiscale. Et le cash flow, c'est pour ça que le plus important pour moi, en tout cas quand je réfléchis à un invest, ça va être d'observer le cash flow et de baser la décision sur la trésorerie réelle et pas sur des projections théoriques. Donc faites plusieurs calculs, utilisez des outils, il y en a quelques-uns sur le marché qui sont pas mal. Vous pouvez chercher des outils qui peuvent calculer, vous rentrez toute la data sur un invest et puis ils vont vous dire les potentiels de gains, tout. Vous rentrez également les modalités d'emprunt de crédit. Chose très importante, réfléchissez au financement en premier avant de réfléchir à investir. Et avant de faire toutes les démarches, c'est très important de voir ça avant. Votre petit conseil, parce que sinon vous pouvez perdre du temps et ça ne sert à rien. Vérifier le cash flow, donc du coup le cash flow, comme je vous disais, c'est ce qui reste chaque année après toutes les charges et le remboursement du crédit. L'objectif c'est viser un cash flow positif dès l'achat. Dans certains cas, si vous avez un cash flow qui est inférieur un tout petit peu inférieur à 0, eh bien ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'investissement, mais il faut essayer de viser un cash flow à 0, supérieur à 0, c'est quand même la base. Et tout ça, on peut l'ajuster et le faire grâce en bidouillant un peu, par exemple, la durée du crédit. 25 ans au lieu de 20, et améliorer sa trésorerie. Donc, après, moi, je vous recommande de rester sur une durée de crédit pas trop longue, parce qu'après vous allez rembourser plus de capital au début, ce qui ne sera pas forcément idéal. Mais en général, 20 ans, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Acheter en dessous de la valeur de marché, bon, ça c'est un concept de base. Moi, j'ai une approche en finance qui est très value. Donc, même sur les marchés, je considère que les petites capitalisations et les moyennes capitalisations c'est la meilleure stratégie d'investissement, je veux dire. Et donc en IMO, c'est un peu pareil. Si vous réfléchissez, vous allez observer un prix de marché dans un marché IMO, donc parce qu'il y a plusieurs marchés IMO, mais vous dites, voilà, je vise tel secteur pour tel type d'investissement. Ok, j'estime un prix au mètre carré pour le type d'actif que je cible, parce que je pense que c'est intéressant. J'essaye systématiquement de viser un prix de marché, et quand je cherche mes biens, je vise un prix de marché qui est en dessous de celui que j'ai déterminé à la base. Sinon, écoutez, vous achetez au-dessus et ce n'est pas le juste prix pour vous. Il y aura une meilleure affaire à faire. Surtout qu'il y a des méthodes pour trouver des biens. Ça prend du temps, mais pour trouver des biens qui sont sans doute achetés à un prix au mètre carré moins élevé. En parlant du coup de prix, utiliser cette méthode est super pour pouvoir déterminer en fait évaluer un bien ou surtout un petit bien, ou évaluer une différence de valeur entre deux actifs, donc comparer deux potentiels d'investissement. Donc ça permet, donc la DCF c'est une méthode assez simple qui permet du coup
d'évaluer un bien selon ses flux de trésorerie actualisés. Donc on prend en compte les loyers futurs, un risque, donc un taux d'actualisation, et on va déterminer la valeur actuelle. Ce qui fait que vous pouvez déterminer le prix potentiel d'un actif avec cette méthode. Et vous pouvez, ça peut être intéressant si vous avez un appartement, je donne un exemple comme ça, mais c'est un appartement, et puis vous achetez cet appartement est vendu avec un garage, vous n'avez pas le prix du garage, alors vous pouvez dire que vous avez dans le secteur où vous achetez cet appartement et où il y a ce garage, qui peut se louer, je sais pas moi, 80 € par mois, et bien en déterminant un taux d'actualisation, par exemple autour de 7-8%, et en prenant le loyer mensuel, vous pourrez déterminer son prix. Et donc, vous aurez que votre garage vaut potentiellement 5 000 à 10 000 €. Et ça vous permet d'arbitrer sur les investissements. Et donc, c'est une méthode très utile. Je vous invite à faire un peu plus de recherche dessus et à y penser quand vous diligencez sur une opération. Connaître le quartier, c'est très important, surtout si vous n'habitez pas dans le quartier où vous investissez. C'est pour ça que moi, un de mes conseils, c'est d'investir plutôt pas loin de chez vous, si bien sûr il y a un intérêt. Mais en tout cas, le problème de ne pas être sur place ou de ne pas connaître le quartier, ou de ne pas avoir de gens qui connaissent ce que vous ne connaissez pas, c'est de ne pas savoir en fait la vie du quartier, les nuisances éventuelles, les commerces, la population. C'est de ne pas savoir s'il y a des étudiants qui font la fête et qui vont poser problème juste en dessous de chez vous. C'est ne pas savoir qu'il y a souvent des manifestations toutes les semaines devant votre rue et toutes ces choses-là. Et donc on ne veut pas de nuisances majeures, c'est important, parce que vous fassiez du locatif ou que vous achetiez pour vous de toute façon, c'est con en fait de se retrouver avec un bien qui est dévalorisé à cause de problèmes de quartier. Et quoi qu'il arrive, évitez les quartiers à problème ou en déclin, ou les quartiers remplis de population, disons, qui ne se fondent pas bien dans la communauté, qui ne respectent pas les règles de vie commune. Appliquer les décotés sur côte, oui, du coup, vous pouvez, important pour savoir si un prix est bon, et quand vous estimez les prix d'un bien, c'est de se dire, ok, eh bien, en fonction de certaines qualités spécifiques du bien, donc l'étage c'est très important. Par exemple, si vous êtes soit on dit du 2e, 3e et au-delà, avec ascenseur, vous avez votre bien prend une certaine valeur, enfin une valeur supérieure que les autres biens qui vont être au rez-de-chaussée, premier étage, etc. S'il y a une cour, s'il y a un balcon, s'il y a tout un tas de choses, en fait, vous devez appliquer une surcote par rapport aux autres biens sur votre marché qui n'ont pas ces qualités-là ou ces défauts. Pareil pour la perf énergétique. Aujourd'hui, on sait que sur les maisons en France, le fait d'avoir une perf énergétique pas intéressante, ça fait baisser le prix ça fait baisser le prix en fait moyen de vente. Un peu moins sur les appartements, mais en tout cas, il faut prendre en compte cela. D'autant plus que je pense qu'avec toute l'accentuation des normes et puis la mentalité qui change, l'importance de tout ce qui est écologie, développement durable, etc. Il faut prendre en compte que ça va devenir une tendance et que les biens bien isolés, avec un bon DPE, etc., seront d'autant plus valorisés dans le futur. Étudiez bien lors de la visite. Écoutez, ça c'est un peu simple à dire, mais juste essayez de regarder le maximum de détails lorsque vous visitez et ne négligez pas le bâtiment, la qualité du bâti. Regardez bien s'il n'y a pas
comment dirais-je, des éléments rédhibitoires. Donc on va dire qu'il y a des gros défauts et des petits défauts. Tout ce qui est petits défauts, petits travaux à prévoir, vous pouvez considérer que ça peut être intéressant à faire. S'il y a des trucs beaucoup trop gros et même vous voyez qu'un bâtiment est en état de péril, etc., vous n'y allez pas parce que, à moins que le prix soit excessivement justifié et que dans ce cas-là ce soit intéressant, mais tout est une histoire de prix à chaque fois. En général, il vaut mieux pas se lancer. Donc évaluez bien le bien, ayez une checklist, donc ayez une sorte de, je sais pas, un carnet, une note où vous validez des points. Et puis, vous pouvez vous aider et trouver une liste de choses à vérifier quand vous investissez. Vous trouvez ça sur Internet et puis vous regardez, vous cochez les cases. Valoriser le bien avec des travaux simples, ça c'est super astuce. C'est que, il y a toujours cette notion de rendement entrepreneurial. Donc, si vous achetez, c'est rare en fait, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de générer de la valeur avec l'immobilier sans rien faire, c'est-à-dire juste en achetant, en ne créant pas de valeur sur le bien et en profitant de son investissement, puisque sans modification, sans optimisation de l'espace, sans ajout d'équipement, si vous faites du locatif par exemple, souvent vous n'allez pas trouver de biens sur le marché qui sont parfaitement comme vous souhaitez qu'ils soient et comme les gens qui veulent louer veulent qu'ils soient. Donc il va falloir faire souvent un petit travail. Mais si vous n'êtes pas grand bricoleur, etc., et que vous ne voulez pas faire ces travaux, parfois le simple ajout d'une cuisine moderne, du salle de bain rénové, vous avez quoi d'autre? Vous avez, si vous louez des étudiants, une machine à laver, c'est souvent un atout, ce genre de choses. Et donc la personne vous pouvez réduire considérablement la vacance locative et également l'attractivité de votre bien quand vous avez des éléments intéressants dedans, qui vont pas vous coûter très cher. Vous pouvez investir dans un équipement à 200-300 euros qui va vous reporter un loyer supplémentaire quand vous le mettrez sur le marché votre bien de 30, 40, 50 euros parfois. Donc sur le long terme, ça se rentabilise vite. Choisir le bon moment pour acheter ou vendre. Je vous invite à regarder, pour plus de détails, la variation des prix de vente et à l'achat sur le territoire ou sur le marché que vous investissez. Vous verrez que en fait, dans certains cas, il est plus intéressant d'acheter à une période de l'année et de vendre à une période de l'année. Donc souvent, on dit que le printemps offre plus d'opportunités et que pour vendre, les mois d'avril à juin sont plus dynamiques. Et par contre, fin d'année, on est souvent sur un marché plus calme. Ensuite, trouver la bonne affaire. Ça, c'est une astuce pour trouver la bonne affaire. Écoutez, cherchez les vendeurs pressés, les mentions urgents, prix négociable, agence à abstenir, sont souvent des termes qu'on dit révélateurs. Si vous avez... oui, il y a des gens qui vous faites des visites, etc. Puis vous voyez des propriétaires qui vous parlent de déménagement, qui vous parlent de changement de situation personnelle, ils doivent déménager, bon. Bref, il y a des divorces, je sais pas. Ça peut être pertinent en fait de comprendre qu'il y a quelque chose à négocier là et que la personne a besoin en fait de se séparer de son bien. Et donc qui dit besoin dit capacité pour vous à négocier. Et essayez de vous constituer un petit réseau pour avoir accès à des biens d'off-market. Bon, l'off-market c'est pas miraculeux et si vous voulez, vous pouvez avoir quelques collègues ou potes ou amis, agents immobiliers, je ne sais quoi, qui vous donnent accès à des biens off-market. Après, c'est pas systématique, mais plus vous connaissez de monde dans l'immobilier, et plus vous avez un réseau, et plus vous vous positionnez aussi autour de vous en disant j'investis, je cherche à investir, etc. Plus vous allez attirer à vous des opportunités. Donc ça, c'est important de se montrer. Proximité géographique, c'est ce que je disais au début de la vidéo, il me semble. Près de chez vous, c'est mieux parce que
vous limitez les imprévus et gagnez en réactivité. Plus vous êtes éloigné, à moins que vous ayez confiance en un service de gestion ou que vous ayez vraiment une situation optimisée, c'est plus intéressant d'investir pas trop loin de chez toi sur un marché, sur le meilleur marché possible, proche de chez soi. Parce que ce sera plus facile en termes de gestion. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est plus simple. Si vous achetez un appartement que vous mettez à louer et qu'il est en face de chez vous, ou si vous devez faire des travaux sur un appartement, si c'est à 5 minutes en voiture, c'est mieux que si c'est à 1 heure de chez vous. Vérifier les demandes locatives et équivalence test. Bon, quand on n'est pas sûr, souvent on n'est pas sûr. Publier une annonce fictive est un moyen efficace pour évaluer la demande réelle dans un secteur. Très important, c'est souvent malheureusement la seule méthode en vérité qui sera viable pour tester un marché, pour tester le marché de l'offre locative notamment. Ensuite, préférer un taux fixe, ça c'est petit point bancaire, mais c'est toujours plus intéressant je ne vais pas développer là-dessus, mais bon, vous êtes intelligent, vous comprendrez pourquoi c'est plus intéressant un taux fixe. Parce que même si les taux d'intérêt baissent dans le futur, vous pouvez très bien avoir une clause de renégociation de crédit avec votre banque et renégocier tout simplement avec votre banque. Les banques sont ouvertes à ça la plupart du temps, donc je vois pas l'intérêt de prendre un taux variable. En vérité, c'est pas terrible. Et si les taux remontent, bien sûr, vous serez protégé. Préparer un dossier solide pour la banque, on reste dans le thème. Écoutez, plus vous en donnez à votre banquier, quand on parle de financement, plus vous aurez le crédit facilement et puis ça montrera votre sérieux. Donc, vaut mieux donner trop que pas assez. Et préparez toujours, du coup, un dossier complet sur vous-même et sur le plan de votre opération. Donc, votre dossier pour montrer ce que vous avez en patrimoine et puis ou même les opérations que vous avez fait avant, vos actifs, et puis votre plan d'investissement pour que la banque puisse voir vos revenus estimés, etc. et pouvoir estimer elle aussi que votre investissement tient la route. Prévoir un plan B, écoutez, c'est toujours mieux si on achète quand on fait un investissement, de se dire ok, si ça foire mon plan, est-ce que j'ai pas un autre plan avec ce bien? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux le revendre rapidement? Est-ce que je peux changer mon offre? Si je loue, est-ce que je peux changer de locataire, ou est-ce que je peux peut-être faire un plan où je fais des travaux et puis après je revends? Enfin, je veux dire, il faut toujours avoir un autre plan, parce qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. Se différencier, c'est un peu comme quand je disais qu'il était judicieux d'apporter un élément d'équipement distingué et qui permet de rendre votre bien intéressant à louer. Si vous rendez votre bien attractif, peu importe, en décoration, avec meublé avec goût, bien équipé, ce sera occupé plus longtemps et loué plus vite. Le détail fait la différence. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Contrôler les charges de copro, j'ai envie de dire contrôler la copro avant tout, parce que il y a quand même un certain nombre de copropriétés qui ont des difficultés en France, notamment en France, mais pas que. Mais je veux dire, il y a un danger. Le fait de ne pas être en pleine propriété vous rend dépendant des autres et vous rend un peu victime si une copropriété est mal gérée, si du coup les budgets sont mal faits, si les charges sont trop élevées, si y a des travaux que vous n'avez pas pu anticiper qui vont se déclarer au fil du temps, et si la santé de la copropriété n'est pas solide et kakoshim, j'ai envie de dire. Donc il faut faire très attention sur ce qui est charge de copro, puisque ça peut tuer complètement votre cash flow, parce qu'il n'y a pas toutes les charges qui sont récupérables sur le locataire. Il y a un certain nombre de charges que vous devrez payer vous, et d'autant plus que si vaut mieux peut-être acheter un appartement qui s'achète,
qui se vend plus cher, qui s'achète plus cher, mais qui avoir des charges de copro plus faibles plutôt que le contraire. Parce que vous pourrez pas en fait, si vous louez un appartement, mettre le loyer que vous voulez. Donc si vos charges sont super élevées, vous pouvez pas dire ça c'est à la charge du locataire et puis on s'en fout. Ouais, mais sauf que si vous sortez du loyer de marché, vous allez galérer en fait. Donc c'est important de prendre en compte les charges faibles, c'est un super atout quoi. L'accessibilité, c'est con, mais juste tout le monde veut qu'il y ait des commodités proches et des transports proches souvent, que ce soit les locataires, les propriétaires. Bon, en fait, c'est rare d'arriver à trouver un invest intéressant, surtout dans les grandes agglos, si votre bien est un emplacement pété sans accessibilité intéressante. Prêtez attention là-dessus. Anticipez les vacances locatives. Donc, si vous prévoyez un mois de vacances par an, voire plus, dans vos calculs pour rester prudent, donc faire le calcul de tout ce qui est rendement et cash flow environ un mois, ça peut, en tout cas, de l'inclure de faire 2 simulations avec cette anticipation de vacances et ce risque, ça peut être intéressant. Et vous pourrez ajuster votre prévisionnel. Diversifier vos investissements. Si vous en faites plusieurs, essayez quand même de viser plusieurs types de biens, c'est un peu comme si vous investissez en bourse. Vous avez un portefeuille, donc vous avez plusieurs actions ou plusieurs formes d'actifs et l'immobilier en fait partie. Mais au sein même de cette classe d'actifs qu'est l'immobilier, vous allez diversifier pour réduire les risques. Principe de prudence, s'il y a 2 hypothèses pessimistes et optimistes, privilégiez toujours l'hypothèse qui est pessimiste. Puisque la vie, comme dirait je ne sais plus qui, est une PUTTE. Et donc, les merdes vous arrivent de toute façon, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas être épargné par des problèmes. Donc, évitez les mauvaises surprises. Et c'est le meilleur moyen de se protéger, c'est quand même d'avoir malheureusement une vision un peu tragique de la vie et de ce qui pourrait ne pas arriver de bien. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, c'est tout le paradoxe, c'est que il faut prendre des risques et il faut pouvoir tester des choses et se planter, mais en même temps en ayant ce principe de prudence et de réalisme vis-à-vis de la vie et de ce que c'est que l'investissement. Comprendre votre taux d'endettement. Comme je disais au début, je crois que si on parle d'investissement purement en France, aujourd'hui vous ne pouvez pas dépasser, à moins que vous soyez dans un pourcentage dérogatoire de la population ou de ce que les banques acceptent comme étant dérogatoire, vous ne pourrez pas avoir un taux d'endettement supérieur à 35%. Donc il faut être en fait sachant de son propre taux d'endettement et de sa marge d'action dans le futur et pouvoir anticiper en fonction de ses capacités, de ses revenus, etc. Donc prêtez attention à ça. Anticiper les reventes, oui, c'est quand vous achetez, demandez-vous toujours, ok, est-ce que ce bien dans le futur, on a dit que la plus-value ne devait pas être un critère de sélection. Mais par contre, l'idée selon laquelle il ne faudrait pas penser à dans 10, 15 ans, 20 ans, c'est faux, quoi. Il faut que vous puissiez anticiper la revente de votre bien. Et en général, si vous réfléchissez à ça, vous avez un faible risque en fait, de revendre avec des cotes. Et si vous avez bien fait vos calculs et que vous avez réussi à obtenir un cash flow positif, un emprunt intéressant et que donc cet investissement vous a rapporté pendant des années, même si la revente au pire se fait à perte, où vous allez perdre, 10 000, 20 000, 30 000 euros, ce ne sera pas grave parce que vous aurez acquis un bien presque gratuitement, payé par
votre opération par les loyers des locataires, etc. Bon, ce qui fait que ce sera quand même pas mal. Donc toujours considérer le cash flow, mais anticiper la revente, ça reste important. Donc voilà, c'était 25 conseils IMO. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres conseils, etc. Donc à plus.